danger. Tous les mardis à 19 h sur Radio Campus Montpellier. Actu, festival, concerts, événements montpelliérains. L'émission culturelle du 102.2. C'est peut-être pas forcément l'image que les gens ont aussi de ce qu'est la science-fiction et de ce qu'on attend d'un film de science-fiction. On associe plutôt un film de science-fiction à des stéréotypes par rapport à un film d'action, par exemple, ce que n'est pas du tout Premier Contact. Et donc effectivement, ce lien avec un personnage principal qui va être un enseignant-chercheur, à mon avis, est un des aspects comme ça qui peut être inattendu pour ce type de film, mais en même temps qui s'inscrit, je pense, dans une vraie tradition de la science-fiction plus ancienne en fait. Oui, très vite, est-ce que vous pouvez nous définir ce genre-là particulier qui à la fois celle des livres mais aussi celle maintenant du cinéma, enfin depuis longtemps, qui appartient au genre cinéma? Alors donc oui, effectivement, je pense que c'est la question la plus difficile que vous pouvez me poser parce que globalement personne n'est d'accord sur la définition de la science-fiction, mais ce que je vous dirais c'est que la science-fiction en général c'est un récit qui se passe dans un univers fictionnel où il y a des différences, plusieurs différences avec notre univers à nous, et ces différences-là elles sont travailler pour interroger un aspect de notre monde. Et donc vous voyez que j'ai jamais prononcé le mot science. Et donc en fait, souvent l'étiquette science-fiction a été critiquée, parfois certains ont appelé ça justement la fiction spéculative pour enlever le mot science, parce que finalement c'était pas forcément la science au sens de science dure qui était au centre des récits, et donc justement, notamment à partir des années 60-70 avec un courant qu'on appelle la New Wave, qui se développe en Angleterre, on a eu de plus en plus une prépondérance de récits qui travaillaient sur des problématiques de sciences humaines, anthropologie, sociologie, linguistique. Et donc ce film-là, et puis la nouvelle dont il est issu aussi s'inscrivent plutôt dans cette tendance. Il est assez intérieur même, le film, il est assez introspectif et même il va pas dans la surenchère d'effets spéciaux. Vous le placeriez où, ce film dans vos repères de science-fiction ou de, je sais pas si on étiquette les films comme ça, mais en tout cas il apporte quelque chose d'assez neuf, je trouve, à l'image et dans une histoire de l'esthétisme du cinéma. Je sais pas comment vous le voyez. Alors c'est vrai, je pense qu'il s'inscrit quand même dans une tendance contemporaine du cinéma science-fiction parce qu'on voit quand même un lien de thématique et d'approche, notamment avec Interstellar de Nolan, mais aussi Midnight Special de Jeff Nichols, où il y a vraiment des préoccupations, je dirais, humaines qui sont au centre. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais on a aussi des plus grands ancêtres. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de références dans le film, et notamment, à mon avis, des références à 2001 qui sont, le film de Kubrick, qui sont vraiment incontournables, notamment au niveau visuel. Et je pense qu'on peut aussi tisser des liens avec le film Contact de Zemeckis, il y a vraiment des liens, mais je pense que Premier Contact a une approche qui est assez similaire à celle de 2001, c'est-à-dire qu'il y a un rapport vraiment cinématographique, un travail sur l'expérience visuelle qui est vraiment, et auditive aussi. La bande son du film et le bruitage sont vraiment très très intéressants, qui fait que c'est un film beaucoup plus radical à mon avis que Contact par exemple ou d'autres films qu'on a pu voir avant. Mais dans Premier Contact, ce qui est frappant, c'est qu'on est vraiment du point de vue aussi des extraterrestres. Ça c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que, et puis aussi on a le contexte de la guerre qui s'annonce, tout ce qui est géopolitique, qu'on n'a pas dans Interstellar, qui est beaucoup plus dans l'espace en fait, beaucoup plus loin de la Terre et des enjeux presque à notre échelle, à nous en tout cas en tant que spectateurs. Est-ce que cette force, elle prévenir justement que ce soit un réalisateur qui n'est pas Nolan, qui n'est pas américain, mais un réalisateur québécois, qui est quelqu'un qui est vécu très loin de ce système-là et qui est peut-être d'une réalité très différente que celle de l'Amérique aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que peut amener un cinéaste
étranger à Hollywood, vous pensez comme ça, ou est-ce que vous pensez que ça peut être une piste de réflexion? Peut-être, c'est sûr que le fait qu'il soit québécois justement et qu'il fasse du cinéma au sein du système américain hollywoodien, ça apporte forcément un regard un petit peu décalé. Ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'il met vraiment l'accent sur la question de l'empathie et du rapport à l'autre, au lieu de travailler sur la question des rapports de pouvoir et de la violence, qui sont plutôt centraux dans d'autres films. Donc peut-être que c'est lié à ça. Ça, je ne saurais le dire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est dans le système, mais qui a en même temps un regard un peu décalé. Et vous disiez justement que c'était une femme, et c'est ça qui est assez incroyable dans le film, c'est que le partenaire masculin, dont on va apprendre à la fin justement que c'est un couple insoupçonné, quoi, et il est vraiment en retrait, c'est vraiment Amy Adams qui est mise en valeur, qui est filmée comme jamais elle a été filmée, je pense, à l'écran. En tout cas, Denis Villeneuve fait un travail incroyable sur l'image avec elle. Donc du coup, c'est un film sur la femme aussi, parce que il y a vraiment, elle va vraiment porter un nouveau message, une nouvelle langue aux êtres humains, le langage temporel. C'est quand même très très fort d'avoir ça à Hollywood aujourd'hui, quand on est à 3 jours dans l'investiture de Donald Trump. C'est quand même assez fort, vous trouvez pas, vous? Si, c'est très important, je pense, en termes de représentation, alors, je dirais pas de la femme, mais des femmes. Oui, des femmes. Voilà. Mais effectivement, parce qu'en plus, on pourrait s'attendre, venant de Jeremy Renner, qui est quand même un acteur qui cabotine beaucoup, enfin, qui pourrait prendre la place. Voilà, la place principale, et puis en général on attend aussi que toutes les réponses soient apportées par le physicien dans un film de science-fiction, et en réalité c'est pas le cas justement, donc c'est à mon avis un film intéressant pour ça. Je dirais que finalement c'est normal d'avoir aussi ce genre de représentation, c'est bien, mais on aimerait qu'on en ait plus souvent, en fait, tout simplement. C'est ça. Clara? Ça, vous parlez du titre qui est trompeur, parce que finalement, même quand on voit la bande-annonce, ça fait très blockbuster de science-fiction américain. Et franchement, moi j'étais très sceptique quand il m'a dit Premier Contact, mais je connais les choix qualitatifs d'Adrien, donc je me suis dit. Et puis c'est vrai qu'au-delà des aliens, clairement, et des hectapodes, ça traite de beaucoup de thèmes. Ça traite de l'étrangeté, de la peur, de l'inconnu, de l'extériorité. Et notamment, on peut faire le lien avec l'actualité, avec que ce soit les réfugiés ou l'islamophobie de nos jours. Enfin, c'est vraiment cette notion-là qui est traitée, et surtout ce traitement des linguistiques et de l'importance du langage qui est vraiment très importante. L'hypothèse Sapien-Whorf, là je me tourne vers le linguiste Laurent Fauré. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette théorie? Alors on va essayer, oui. Peut-être un mot sur la notion de relativité. Cette relativité linguistique dont il est question, c'est le véritable nom de la fameuse hypothèse Sapir-Whorf, puisque Sapir et Whorf étaient tous les deux linguistes. Sapir était anthropologue et linguiste, Whorf était un peu plus linguiste. Je vais revenir sur Whorf parce que c'est quelqu'un d'intéressant. C'est lui d'ailleurs qui a développé le plus cette fameuse hypothèse. En vérité, c'est l'hypothèse dite de la relativité linguistique, tout simplement parce qu'à l'époque, on fait référence à la relativité en physique, tout bonnement, d'Einstein. Et ça part d'une idée toute simple qui est le fait de dire que si vous traversez l'espace à la vitesse de la lumière, vous n'allez pas voir le monde que vous traversez ou les mondes que vous traversez de la même manière que si vous avez une vitesse qui n'est pas celle d'un photon. Voilà. Et par conséquent, la réalité que vous traversez n'est pas envisagée sous le même angle. Du coup, il faut faire très attention parce que derrière cela, on parle beaucoup d'hypothèses Sapir-Whorf depuis quelque temps, un petit peu, puisque ce film a mis un peu à l'ordre du jour cette question. C'est très heureux pour les linguistes que nous sommes, mais en même temps, il faut préciser tout cela parce que sinon on risque de laisser les choses se mêler un petit peu. Alors, en gros, ce que dit Sapir, donc dans les années 30, c'est tout simplement le fait que les langues accumulent certes une expérience en la codant, mais que finalement cette expérience, elle ne transmet pas, elle ne dit pas une réalité autrement. C'est-à-dire que les gens ne partagent pas forcément la même réalité avec une langue différente, mais qu'on met l'accent sur la même réalité différemment. Et c'est ça qui est particulier. Et alors c'est déterminant, parce que justement ce qui a été reproché par les tenants d'une version plus biologique, plus dure de la linguistique, comme Chomsky par exemple, qui est lui quelqu'un qui cherche les universaux du langage, c'est-à-dire ce qui est commun biologiquement à la capacité, à la faculté de langage. Ce qui a été reproché à ces hypothèses, c'est le fait d'insister trop sur les particularités culturelles, nationales, voire ethniques.
et avec des dérives que l'on peut comprendre. Bon. Et donc, effectivement, il ne faudrait pas voir Sapir et Whorf comme des gens qui viennent opposer des peuples avec une hiérarchie, des peuples, etc. Au contraire, leur point de vue, c'est pas du tout qu'il n'y ait pas d'universaux. Ils pensent qu'il y a des universaux, bien sûr, mais ils pensent surtout que en codant différemment la même réalité, ou plutôt en codant différemment, en mettant l'accent autrement sur les réalités que nous partageons, eh bien, du coup, on construit le monde aussi différemment. Et c'est là la grande nuance. Et cette vision de construction d'une autre réalité, finalement, c'est ce qui passe dans l'expérience à travers le langage. Et je pense que ça, c'est très très important, parce que toute la problématique du film repose autour de ça. Après, évidemment, on va voir Louise qui va être habitée par une pensée extraterrestre en voyant le monde, en voyant le temps d'ailleurs, de manière très relative. Là aussi, référence à Whorf, qui était un type extraordinaire. Il est aussi un grand spécialiste des langues amérindiennes. C'est d'ailleurs l'un des premiers à décrypter le Hopi, voilà, à déchiffrer le Hopi, qui est une langue donc mexicaine. Et il se trouve que le Hopi, justement, propose une vision du monde en termes de temporalité très différente des langues dites indo-européennes, par exemple. Voilà. Et là, pour vous donner juste un petit exemple, en gros, quand en français, en langue romane, ou même dans les langues celtes, on va donner une idée de temporalité, de durée. Si on dit de quelqu'un qu'il est resté pendant 10 jours chez lui, bon, en fait, le Hopi va dire il est resté chez lui jusqu'au 10e jour. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas additionner en Hopi la durée. Vous voyez, ne serait-ce que ça montre bien qu'on n'est pas tout à fait éloigné de ce que fait Villeneuve dans son film, parce qu'il montre évidemment que la temporalité, elle se reconstruit différemment. Alors évidemment, il va beaucoup plus loin, mais ça veut dire qu'on l'appréhende différemment. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas universelle culturellement. En revanche, évidemment, les outils biologiques du langage sont universels. Nous sommes une seule et même espèce. Ça, c'est clair. Le travail de montage est très intéressant parce que justement, c'est une manière de construire une expérience pour le spectateur. C'est-à-dire que ça va construire une expérience par la narration. C'est-à-dire que pour que le spectateur se rende compte que tous les moments qu'ils soient dans le passé, dans le futur ou dans le présent, coexistent, et bien le montage va les faire coexister parce qu'on ne peut pas les identifier comme tels. On pense au départ que ce sont des souvenirs, en fait ce ne sont pas des souvenirs. En même temps, il faut être quand même honnête par rapport au film, c'est quand même un principe qui reprend de la nouvelle. Puisque la nouvelle joue également sur ces moments, on ne sait pas non plus exactement à quel... Il y a tout un travail d'ailleurs sur les temps verbaux qui est assez intéressant dans la nouvelle, où justement on ne sait pas identifier. Voilà. C'est une adaptation de la nouvelle de Ted Chiang qui s'appelle L'histoire de ta vie. Et donc c'est intéressant, le titre déjà de la nouvelle est beaucoup plus intéressant je pense que le titre qu'on a donné au film, parce que justement c'est vraiment ce travail de l'histoire, même si je pense que justement le film, lui par contre, étant vraiment, est beaucoup plus intéressant encore que la nouvelle de manière générale, parce que il utilise justement proprement les moyens cinématographiques, et je pense qu'effectivement le montage est un de ces moyens. Oui, pour revenir un petit peu sur la singularité de ce film, le fait justement que ça change, que c'est pas du blockbuster traditionnel, il y a aussi le point de vue en fait qui est adopté, qui est original. Souvent on voit les Américains comme les grosses brutes qui arrivent avec leurs armes, mais en fait non, les Russes et les Chinois sont ceux qui vont passer à l'offensive, du moins qui le souhaitent, et eux ils sont justement montrés comme des êtres compréhensifs qui vont aller vers l'autre, et on n'a pas trop idée justement comment ça se passe sur les 11 autres vaisseaux. Est-ce que c'est le même type de travail? À un moment donné, ils parlent pour les Chinois qui ont tendance qui mettent un rapport avec les extraterrestres par le mahjong, par le jeu. Donc ils ont un rapport qui se fait, un premier contact qui est totalement différent. On voit juste qu'il y a finalement des problèmes comment dire, qu'ils ne s'entendent pas, que les généraux à un moment donné coupent tous le contact, et que justement c'est la problématique un peu du film. C'est toute cette fameuse dimension mythique autour de Babel qu'on retrouve dans le film, avec ces écrans qui s'allument et qui s'éteignent brusquement parce que chacun finalement a décidé de rester sur son compte à soi et de ne pas essayer de comprendre l'autre, y compris d'ailleurs quand l'autre est humain, puisqu'il s'agit de savoir si on va vers la solution ou vers le problème. Bon. Alors c'est intéressant parce que le mythe de Babel, d'ailleurs, encore une fois, la fameuse nouvelle de Chiang est en français dans un recueil, en anglais je ne sais pas, mais qui s'appelle La Tour de Babylone. Alors c'est la fameuse Tour de Babel, effectivement. C'est d'ailleurs pas, contrairement à ce qu'on dit parfois, ce n'est pas un mythe biblique, c'est un mythe antérieur, c'est un mythe qui est en vérité
sumérien qui est antérieur, avec les dieux, alors, si je me souviens, c'est Enlil, Enlil, il y a une jalousie entre les dieux, qui porte bien sûr sur la diversité des langues, voilà, et sur le fait que les gens ont le droit d'avoir une diversité des langues. Et déjà, cette question, je veux dire, est dès l'aube de l'humanité, au premier pas de l'écriture. La civilisation sumérienne, c'est elle qui a inventé l'écriture. Bon. On a déjà cette notion et ce mythe de la représentation de l'altérité problématique. Et en même temps, c'est elle qui est féconde et qui fonde précisément les sociétés et les interactions entre les peuples, qui permet justement d'aller beaucoup plus loin. Ce qui a été d'ailleurs très fécond dans l'écriture sumérienne, c'est qu'elle n'a pas été laissée entre les mains des seuls Sumériens. Et quand leurs envahisseurs sont venus, en quelque sorte, récupérer à la fois leur empire et toute leur idéologie aussi, parce que c'était important pour eux de savoir comment fonctionnait administrativement cette société, ils ont aussi récupéré l'écriture. Il y a une génération, il y a des gens qui sont emparés de l'écriture sumérienne pour la transmettre à des gens qui ne parlaient que l'assyrien. Et ça, c'est très intéressant parce que l'acadien, je dis une bêtise. Donc c'est très intéressant, voilà, parce que en effet, voilà, mais on devrait. On n'osait pas. Voilà, mais je comprends. Merci de votre grande générosité à mon endroit. Et alors, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on a inventé la grammaire à cette occasion-là. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on invente techniquement quelque chose de neuf par cette interaction, par ce contact, précisément. C'est-à-dire que tous ces artefacts qu'on a, mais même la question des archives, de l'écrit, etc., c'est pour laisser des traces, pour l'avenir et des traces du passé. Or là, on est justement dans une conception du temps où tous les temps coexistent et donc finalement la notion de trace n'a pas de sens. Et donc c'est pour ça qu'il y a, je pense, ce rapport à cette, comme je disais, à cette écriture éphémère et à cette absence d'artefacts. Enfin, moi je l'interprète comme ça, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement, de toute façon, le fait que c'est aussi une métaphore du rapport au temps en permanence, puisque dans la symbolique même de cette mise en scène graphique, on peut parler de cette dimension circulaire et un peu organique d'ailleurs. En effet, on ne sait pas si c'est de l'encre qui jaillit de leur corps. Voilà. Et bien, tu parlais de traces claires à l'instant, effectivement, il y a une tradition qui précède l'écriture, c'est tout simplement le fait que, et bien avant les traces humaines, il y a le fait que la vie animale est faite de ces traces-là. L'encre de la sèche en est un exemple. Ce que je veux dire, c'est que tout simplement, la dimension organique, elle est dans la nature, et que la trace, elle est aussi liée à la survie elle-même. Biologiquement, vous voyez, on est dans quelque chose. Oui, absolument. Être dans une sorte d'empathie, comme le disait Claire tout à l'heure, effectivement, c'est l'une des passions des traducteurs. La culture et la langue sont liées. Si on parle de traduction en termes de belles infidèles, c'est qu'on sait bien qu'on ne peut que traduire approximativement, toujours. Mais en même temps, on peut essayer de rendre au mieux la réalité que l'autre a essayé de véhiculer à travers son propre code. Il y a ce côté assez ironique qu'une nouvelle écrite soit un film, mais un film où il y a beaucoup de silence. Il y a peu de paroles, il y a peu de dialogue, pas autant qu'on pourrait le croire, vu que c'est une adaptation écrite. Est-ce que ça vous a pas surpris, ce fait qu'il y ait autant de silence dans ce film, quoi? Oui, en général, l'ellipse travaille le récit, et le silence est aussi là pour ménager soit du suspense, soit permettre au spectateur de créer l'engagement imaginaire, en fait, qui peut être le sien. Là, en l'occurrence, il y a surtout l'absence de connaissance absolue. Ce qui est intéressant, c'est que ce film insiste sur le doute. Pendant très longtemps, on ne sait pas ce qu'on attend, ce qu'on peut attendre de cette arrivée. C'est d'ailleurs le titre, le véritable titre, enfin le titre original du film. C'est Arrivals. Donc c'est tout le problème. Hein. Que signifie-t-elle cette arrivée? Et le silence est aussi là parce que, en fait, toutes ces certitudes, y compris celles de la physique d'ailleurs, s'écroulent face à ce point d'interrogation gigantesque que représentent dans le ciel ces vaisseaux suspendus, très Kubrick d'ailleurs, hein, ça fait le fameux...
Claire Communion, peut-être une dernière question. Est-ce que la science-fiction dans ce film, il tient pas du fait que le personnage arrive à écrire un livre, un grand livre de linguistique, en même temps elle arrive à conjuguer une histoire d'amour, à avoir un enfant, à parler à un général chinois et à rêver, à arrêter une guerre mondiale? C'est pas ça le film de science-fiction plus qu'autre chose dans le film? Si, ça me paraît être une belle lecture finalement. C'est vrai, oui, oui. Mais je pense que justement le but, je pense que c'est intéressant d'avoir une histoire, je dirais, aussi radicale dans ce que vous présentez, parce que justement elle est là pour nous faire réagir et nous faire imaginer des possibles qu'on n'imagine pas justement d'habitude, et je pense que c'est ça qui est important, et c'est ça je pense que c'est le but du cinéma, je pense que c'est le but de la science-fiction, et je pense que c'est le but de ce film, c'est-à-dire justement nous ouvrir des portes et qu'on voit des choses autrement et d'autres choses.